En votre compagnie, mes amis, مرحبا بكم يا الحباب dans cette وليمة الجزائر إن شاء الله وليمة عليكم الكل. On espère que du bonheur, que de belles choses à vous tous, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez des quatre coins du monde, depuis la télévision algérienne. On vous salue bien bas, on vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Alors, vous le savez, cette émission est dédiée aussi au patrimoine, à la culture, aux traditions et coutumes, à l'écriture, bien entendu. Et avec nous cet après-midi, c'est un bonheur de les recevoir, toutes ces belles personnes. Aujourd'hui, la Walimat al-Jazair se signe aussi, est signée au féminin, avec notamment Madame Grimm, qui est parmi nous aujourd'hui. Madame Grimm, c'est un plaisir de vous avoir, Wiza. Le plaisir est partagé. Je suis ravie de faire partie de cette émission, d'être en présence de Linda Tandrari à Canal Algérie. Je vous remercie pour l'invitation. Eh bien, écoutez, tout le bonheur est pour nous de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est bien gentil. Wiza Grimm, vous venez de Tizi Ouzou, d'une très belle ville que nous aimons beaucoup. Tizi Ouzou est connue aussi pour son travail artisanal. La région, toute la région aussi est magnifique autour du tissage. Alors vous avez un burnous magnifique qui date depuis vos ancêtres. Oui, des ancêtres, effectivement. C'est un burnous qui a appartenu à mon grand-père, Driss Amr Belhadj, qui l'a offert par la suite à mon papa, Chaban Grimm, aussi. Oui. Et j'ai décidé de me l'approprier parce qu'il était au fond de l'armoire. Oui. Je l'ai customisé, je l'ai un peu féminisé parce qu'il faut savoir que le burnous chez nous en Kabylie, ça se transmet de père en fils. Oui, Mais là, je l'ai un peu féminisé et sincèrement, je suis fière un peu du résultat. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. On va découvrir avec vous cette belle aventure qui est la vôtre, à savoir ce travail que vous faites autour du tissage, de la broderie berbère, de ces tonalités, notamment autour du travail des couleurs. Un travail magnifique. On va revenir avec vous sur ce beau travail. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Et avec nous également Madame Mariam Merdassi. C'est un plaisir de l'avoir parmi nous. Madame Mariam Merdassi qui est aussi connue, qui a été donc dans le monde de l'édition, d'abord éditrice, et puis ministre de la Culture et des Arts, et actuellement présidente d'honneur de cette belle association de musique andalouse, à savoir l'association Le Bel Art, Al-Fen El Jamil. C'est une très très belle association que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est sous la houlette de M. Bokora, n'est-ce pas? Exactement. Et vous faites de très très belles choses et on est ravis de vous recevoir, Madame Merdassi. C'est moi qui vous remercie, chère amie, et puis qui remercie Canal Algérie pour l'intérêt qu'il porte, cette chaîne qu'elle porte plutôt sur le patrimoine et la préservation du patrimoine culturel algérien. Et c'est une occasion, si vous permettez, aussi de nous féliciter aussi, de féliciter l'Algérie pour l'acquis extraordinaire qui est l'enregistrement à l'UNESCO dans le patrimoine mondial de l'habit traditionnel de la région de l'Est, Gndora, Al-Melhafa, et puis comme l'a souligné Monsieur le ministre actuel, Monsieur Balalou, aussi les bijoux qui ornent aussi ces habits-là et ces femmes-là qui le portent. Donc c'est une grande bataille que l'Algérie a remportée. Et nous sommes très très fiers et ravis, heureux. Nous fêtons d'ailleurs cet événement. Avec nous aussi le monde de l'écriture, et c'est un plaisir de l'avoir parmi nous. Il s'agit de Nawel Marrah qui est parmi nous. Bonjour Nawel. Bonjour. Comment ça va? C'est un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. On vous connaît aussi vous avez aussi votre pseudo sur les réseaux. Felandalusia. Felandalusia, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous êtes très très active sur les réseaux sociaux. On essaye. En matière du monde du livre, c'est ça qui est intéressant. Vous avez créé un club littéraire, vous activez beaucoup, vous encouragez les jeunes écrivaines, vous êtes vraiment, ça c'est quelque chose de très très intéressant. Exactement, on essaye, chacune de nous essaye de perpétuer voilà, toutes les valeurs et principes qu'on nous a inculqués, nos parents, et puis surtout préparer la relève, essayer de la former, parce que voilà,
Eh bien, la relève est juste à côté de vous. Exactement. Avec notre amie également, donc, qui est parmi nous, Inès Hayouni, qui est parmi nous. Bon après-midi, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans un comité exclusivement féminin et pluriel, de par vos domaines de prédilection. Je sens que ça va être enrichissant. Merci. D'accord, très bien. Alors vous aussi, vous êtes un peu quelque part marrainé par notre amie Fela Andalousia, comme on l'appelle aussi sur les réseaux, qui est une femme très très active, qui travaille beaucoup pour la promotion de l'écriture, se décomplexer de l'écriture aussi. Oui. C'est un peu ça, Fela Andalousia, que vous... C'est exactement ça. Oui. C'est parler de tous nos rituels païens, de nos contradictions, de nos tabous. Voilà, essayer de donner des voix à des personnes qui ne l'ont pas, comme toutes les personnes ou les membres de nos familles qui sont piégés dans le rôle d'éducateur, la grand-mère, le père ou la mère, le grand frère. Voilà, c'est à travers mes écrits qu'il y a tout cela. Libérer les voix et donner la chance à chacun de nous donner ses justifications ou ses éclaircissements. C'est ça un peu, la littérature algérienne. Oui, oui, c'est très important. Et vous-même, hein, vous revenez sur un travail, vous avez encouragé d'autres personnes à écrire, parce que par moments, on se dit, écrire, c'est pas donné à tout le monde. Il y a on s'auto-censure, on est dans une crainte aussi du jugement, la peur du jugement, d'être jugé, de se dire, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, mais en fait, il faut suis-je essayer. pour pouvoir écrire, parce que très souvent, le monde de l'écriture est destiné à une élite bien précise et souvent le commun, bien sûr, le commun des mortels ne peut pas pénétrer aussi facilement le cercle de l'écriture. Il faut que ça change. Moi-même, je viens d'un monde technique, donc je suis informaticienne. Et puis, cette aventure qui a commencé durant le confinement depuis 2021 m'a confirmé qu'on ne naît pas écrivain, mais on peut le devenir. Le devenir grâce à la passion de lecture avant. Il faut beaucoup lire. Et c'est cela que j'essaye un peu d'avancer pour les jeunes talents, leur donner cette assurance d'aller vers justement l'édition. Je m'en fais vraiment un plaisir et un devoir pour un peu, pas banaliser, mais rendre le rêve pas impossible, réalisable. Voilà. Ça, c'est magnifique, c'est très beau ce que vous dites. C'est vrai, hein, Madame Madia, c'est vous qui êtes aussi, vous avez été dans le monde de l'édition pendant quelques années. Hein, et c'était l'édition aussi, vous avez organisé, je me rappelle, il y a longtemps, un colloque autour de l'édition au féminin. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Hein, donc le monde de l'édition et de l'écriture au féminin, c'est un peu ce que relate notre amie aujourd'hui, Fela Andalousia. Oui, c'est vraiment tout à son honneur et d'encourager les jeunes plumes parce que en chacun de nous, il y a un écrivain, il y a un poète, il y a une âme qui peut écrire, qui peut s'exprimer, qui peut extérioriser en fait des sentiments ou des ressentis ou un vécu. Pas forcément quelque chose de compliqué parce que c'est vrai que je vous rejoins un peu quand vous dites on a l'impression que l'écriture c'est vraiment réservé à une élite, mais en fait non. Moi quand j'étais donc gérante des éditions du Champ Libre, j'ai eu à travailler avec beaucoup de jeunes comme notre jeune Hayouni et ils étaient vraiment, elles étaient en plus, je ne fais pas exprès, elles étaient en fait perdues en me disant je ne peux pas écrire, ça va pas être bien, les gens ne vont pas aimer. Mais en fait je leur disais mais allez-y, lancez-vous. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de succès. Et effectivement, ça avait très très bien marché. Et je pense que maintenant, ça passe un peu par les réseaux sociaux. On est un peu dans la modernité. Et c'est encore mieux pour capter un peu cette jeunesse qui peut canaliser son énergie vers quelque chose de lucratif, mais aussi de littéraire. Et puis exprimer un peu ce qu'ils peuvent vivre aussi. Parce que c'est tout un monde. Exactement. Bien sûr. Moi, je rejoins absolument ce qui a été dit par Fela et Madame Mardassi. Moi, rien ne me prédestinait à la littérature, c'est-à-dire que je n'avais pas le discours qu'ont la majorité des écrivains. J'ai commencé à lire très tôt, j'ai commencé à écrire, pas du tout, je lisais que ce qui m'intéressait, donc c'était des livres précis, pas très nombreux, et je n'écrivais pas. Mais j'ai toujours eu cette fibre pour la poésie. J'ai été introduite à ça à l'école et ça m'a happée. C'est vraiment tout un monde à part. Et après le décès de mon père, c'était comme une catharsis pour moi. C'est-à-dire que c'était inconscient, c'était viscéral. J'ai écrit sous forme de poème. Donc au début, ça ne m'avait pas vraiment frappée. Maintenant, a posteriori, je me rends compte que
c'était parce que la poésie pour moi, et surtout la poésie du registre élégiaque, donc Baudelaire, Rimbaud, les classiques eurocentrés, décrivait la mélancolie avec une telle beauté. Donc pour moi, je pense que inconsciemment, la poésie, c'était une lueur d'espoir. Donc j'ai puisé dans ça pour m'aider à comprendre mon deuil, parce que c'est un sentiment très complexe. On n'en parle pas, il y a beaucoup de pudeur autour de ça. Donc j'ai commencé à écrire, et à un moment donné, j'arrivais plus à ouvrir mes tiroirs, parce que je mettais mes feuilles dans mes tiroirs. Et mes amis m'ont dit, bah écoute Inès, si tu as autant de poèmes, pourquoi ne pas les publier ou les partager? Donc j'ai commencé sur les réseaux sociaux, mais je leur ai dit, les publier jamais. Personne va vouloir me lire. Donc c'est élitiste, encore une fois. Je ne suis pas écrivaine, on ne s'autoproclame pas écrivain du jour au lendemain. Mais je me suis dit, bon, j'écris sur le deuil, j'écris sur aussi le cancer, parce que mon père est décédé des suites d'un cancer de la Rahmoun. Donc je me suis dit, si ça peut aider des gens, j'ai voulu faire ça à but non lucratif. Donc j'ai fait un listing de toutes les maisons d'édition. J'ai pas eu la chance d'avoir le contact de personnes bienveillantes. Donc c'était un non unanime et catégorique de la part de toutes les maisons d'édition, parce qu'on dit que la poésie ne se vend pas. Donc je me suis dit, bon, si personne veut m'éditer, je le ferai par moi-même, tout simplement. Et j'ai eu recours à l'auto-édition. Les institutions locales, la BN ou l'ONDA sont vraiment très avenants, très bienveillants. Donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et c'est là que mon premier livre a vu le jour. Donc c'est Métamorphose, exactement. Oui, c'est un recueil de poèmes. Absolument. Et donc, je suis partie sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, bon, écoutez, j'ai 100 copies de mon premier livre, je connais à peine 10 personnes. Si quelqu'un veut participer, ce serait gentil de votre Carrément. Parce que voilà, tous les bénéfices iront aux personnes atteintes de cancer. Et les 100 copies se sont épuisées en moins d'un mois. Et je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai été contactée par la radio, par la télé, par un premier café littéraire à Boumerdas. Et là, j'ai eu l'honneur de rencontrer l'Andalusia. Et ensuite, le fil d'Ariane a commencé. Ouais, tout s'est déroulé de manière très simple. C'est magnifique. Hein. Donc, vous avez carrément été directement faire un appel, lancer un appel. Voilà, je vous le montre. C'est le travail de notre amie Inès Hayouni. Belle couverture. Ikigai. Ikigai, oui, c'est le second. Parce que j'ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième réédition. Et ça allait toujours en rupture de stock. Donc je me suis dit, bon, j'ai accompli mon travail. Au revoir tout le monde. C'était très gentil. Merci d'avoir participé. Ensuite, Fella et d'autres personnes m'ont dit, et ton prochain livre? Je leur ai dit, il n'y a pas de prochain livre. On m'a dit, tu n'écris plus. Je leur ai dit, si, il faut publier un autre. Et je pense que le succès du premier a encouragé certaines maisons d'édition, dont le Roubia, que je remercie, parce qu'elle m'a édité mon second livre, Ikigai. Donc c'est un manifeste, je suis une fervente défenseuse de la poésie. Oui, donc je leur dis, il faut écrire, il faut publier, pour ceux qui peuvent par eux-mêmes, dans un premier temps, pour prouver que ça marche, parce que j'ai organisé plein de récitals de poésie, il y avait des rencontres, et on sent le besoin viscéral parce que la poésie, en effet, Walimat el-Jazair, c'est vraiment dans nos traditions. Les Gouel, à l'époque, avaient un rôle central au sein de la société de rassembler, de faire perdurer la mémoire collective. Très bien, la vôtre. Hein. Et on se fait un plaisir, notamment, de vous présenter des personnes qui viennent aussi partager avec nous des moments de bonheur liés à la culture, au patrimoine, à cette Algérie qui avance grâce à ces femmes et à ces hommes, et à toutes ces belles choses. Nous sommes des diffuseurs, Inch'Allah, que de bonnes choses, que de bonnes nouvelles. Et la Walima se mérite aussi, hein, parce que c'est une belle occasion, n'est-ce pas, mesdames? Walima, c'est une belle occasion. Ce n'est pas que pour un mariage, ce n'est pas que pour une naissance, mais ça peut être une belle occasion où on se retrouve pour fêter un événement. Ça peut être une réussite, la sortie d'un livre, ça peut être un diplôme, ça peut être beaucoup de choses. Walima, c'est quelque chose de très très beau. Et je trouve que nous vivons cette Walima, Inch'Allah, à chaque fois dans notre cher pays, l'Algérie. Et surtout, on vous transmet, vous qui êtes loin, toute cette belle ambiance algérienne, ce décor traditionnel algérien, ces gâteaux traditionnels qui font partie de notre patrimoine, et nous en sommes fiers, n'est-ce pas? Ces ustensiles traditionnels que nous utilisons pour prendre un bon café, un bon thé, des gâteaux traditionnels, tout cela fait partie de nous-mêmes, de ce que nous sommes en tant qu'Algériens.
et c'est une richesse immense. Il faut savoir la préserver, comme vous l'avez si bien dit, Madame Merdassi, tout à l'heure, concernant voilà, donc, tout ce que nous voyons, nos plats traditionnels, nos gâteaux, la dinanderie, ce beau plateau traditionnel que vous voyez, ces anciens gâteaux, tout cela, c'est aussi pour prendre un bon café qahwat al-asr. C'est quelque chose de très important dans nos traditions. Et nous sommes partisans de ces belles rencontres, n'est-ce pas? Qahwat al-asr est importante dans beaucoup de régions. Importante dans beaucoup de régions d'Algérie. Qahwat al-asr, c'est un moment clé où les femmes avant se retrouvaient في ديار عرب ولا في الديور كما يقولوا في وسط الدار وكل وحده تجيب حاجه من عندها ويشربوا قهوه العصر. حنا نقولوا قهوه العصر ما تكونش حفيانه. faut toujours qu'il y ait quelque chose, un peu de confiture, un gâteau, mais chacune avec les moyens qu'elle a. Un peu de galettes comme ce que nous avons justement, par exemple le barrage, le msemen. Donc tout cela, c'est aussi ce qui représente notamment le qahwat al-asr. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre identité. Un bon moment de partage. Un bon moment de partage, exactement. Et que nous devons préserver et puis transmettre aux nouvelles générations. Nous, on l'a vécu un peu avec nos grands-mères, avec nos mamans, les tantes, mais c'est bien de le transmettre à ces jeunes générations qui sont toujours pressées, toujours happées dans leur téléphone, toujours connectées. Les jeunes aussi, on commence à être toujours très pressés, hein, n'est-ce pas? C'est le temps qui le fait, qui nous oblige à être comme ça en fait. Mais la pause à qahwat al-asr, pour beaucoup, c'est vraiment essentiel. Et tout. Et ça fait partie aussi des traditions. Tout à fait. On en parle voilà, à chaque fois. Constantine, à Blida, ils tiennent encore, à Tlemcen aussi, ils tiennent encore ces traditions. Et on espère aussi qu'un des prochains dossiers qui vont être inscrits à l'UNESCO, ça va être Taqtar. Parce que c'est vraiment quelque chose. Il n'y a pas que l'ouard ou l'azhar qui sont donc distillés. Za'atar, l'atarsha, na'na', donc il y a beaucoup de régions qui font encore un peu ça, mais ça revient, je vois que ça revient un peu en force avec les huiles essentielles et tout. Donc c'est, comme on dit, à la bonne heure. Tant qu'il y a l'identité algérienne qui est là et qui est préservée, de quelque manière que ce soit, pour nous, c'est toujours un combat de gagner et toujours un combat perpétuel, comme c'était le cas donc pour l'habit traditionnel, pour Qaftan el-Qadi, qui était c'est algérien et ça restera algérien et on se bat pour ça. Et comme c'est le cas pour par exemple Dork el-Barnous que porte Madame, qui est très très beau, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle a pu vraiment garder et préserver un habit familial, un habit traditionnel qui a vraiment énormément de signification, de symboles aussi dans la famille et dans l'Algérie en général. من قبل الثورة في وقت فرنسا et tout, de même pour خيط الروح, de même pour الحايك, de même. Et ça n'en finit pas en fait. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir se retrouver autour de ce genre de principes et de valeurs aussi qu'il faudrait partager et préserver. Et c'est aussi à travers le travail que vous faites. Hein. Merci beaucoup. Puis finalement, si vous permettez, la meilleure façon de sauvegarder ce patrimoine, c'est de le porter au quotidien, c'est de le vivre au quotidien. C'est la meilleure façon. Je dis, une écharpe brodée telle que celle qui est à côté de vous, ça peut se porter pour une occasion comme ça peut se porter au quotidien. Magnifique. Ce que j'aime dans votre travail, ce que j'aime dans votre travail, vous avez un travail fabuleux parce que vous touchez à des matières nouvelles. C'est du lin. C'est des matières nobles, effectivement. Très joli. C'est des matières nobles. Même le ftoul, c'est un macramé différent qui est aussi magnifique. Qui est doux, qui est léger. Il est doux et puis il est en harmonie avec votre travail artistique. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment très joli. Si on veut participer à cette sauvegarde, je disais tout à l'heure, il faudra essayer d'apporter des pièces comme ça au quotidien. On parlait de gâteaux, c'est bien de se retrouver comme ça autour d'un café et de manger des gâteaux traditionnels, de les découvrir. C'est pareil pour les tenues traditionnelles. On ne doit pas se limiter aux occasions, aux fêtes pour porter
une tenue symbolique. J'ai mon barnous, j'ai une émission à la télé, c'est une belle occasion, je le porte. Et vous pouvez sortir, aller à un concert de musique à l'étranger. À l'étranger. À l'étranger, bah oui, c'est un honneur de porter un habit comme ça à l'étranger. Les gens sont curieux, ils se rapprochent, ils posent des questions. Donc c'est une façon de faire connaître notre Algérie, notre belle Algérie avec toute sa diversité. Tout à fait, tout à fait. Là, elle est bien représentée avec vous, avec Madame Mardassi, avec notre amie Fela Andalousia et avec Inès Hayouni également. Donc chacune a une touche comme ça particulière dans ce qu'elle fait, dans son travail, et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors on reste avec vous, hein, donc Madame Grimm, et le travail que vous nous proposez aujourd'hui, c'est ce magnifique sac qui est aussi une sorte de pochette, c'est ça? Sac, c'est un sac. C'est un sac. C'est un sac, carrément. C'est vraiment un sac. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué les couleurs. J'essaye de garder des couleurs terre beaucoup plus. Oui, Voilà, c'est apaisant comme couleur. On se rapproche de la nature. Ça, c'est de la toile de jute. Exact, tout à fait. C'est de la toile de jute. Qui revient à la mode. Qui revient absolument. En force. Et c'est vraiment très, très joli. pratique pour tous les jours. C'est agréable, c'est coloré. C'est agréable. Et puis on est fiers parce que c'est fait par une artisane, c'est fait par une Algérienne et on porte vraiment... avec fierté. Avec fierté. Exactement. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très joli, de magnifique et d'original. Vous êtes donc à partir d'aujourd'hui et demain, alors, à vous allez être au niveau de la galerie Atmosphère. Non, nous sommes avec Assia Boulhaba dans la galerie September. September, pardon. Voilà. September, oui. Donc Assia, elle a regroupé un groupe d'artistes, artisans, qui ont exposé chez elle de très très belles œuvres. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Oui. Voilà. Très bien. Et on reste avec vos tenues aussi, bien sûr. Nous avons notamment le joli manteau qui est joli manteau. Avec une broderie asymétrique, voilà, tout en restant dans les couleurs terre, très sobres. On essaye de garder la touche originale et authentique. C'est ça, c'est très 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 joli. Merci. Vraiment, donc... on sort de l'ordinaire. Il y a une touche moderne, tendance, à la mode, qui est vraiment, voilà, c'est très très joli. C'est facilement, ça se porte facilement, c'est léger et on peut le porter pour une occasion comme on peut le porter au quotidien. Au quotidien pour aller travailler, voilà, être toujours belle et élégante pour aller travailler, c'est important. On se fait plaisir déjà. Exactement, c'est bien, c'est important de se faire plaisir. Et puis on voit un peu le travail très raffiné, vraiment très raffiné, très fin. Et puis on voit qu'il y a beaucoup d'amour aussi dans ce que vous faites. C'est élémentaire. Alors on en discutait tout à l'heure. C'est un autre, Madame Grimm, celui-ci c'est? Oui, c'est un autre, c'est pareil, c'est un manteau. Oui. On garde toujours dans les couleurs chaudes si vous voulez que... D'accord. C'est toujours dans les couleurs terre, c'est un kimono. Dans des matières chaudes mais toujours légères, facile à porter toujours. Ça c'est on va mettre un plan beaucoup moins serré pour qu'on puisse vraiment voir les choses de façon plus pour voir la tenue entière, voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose de très intéressant, Madame Grimm. Comment vous êtes retrouvée dans ce travail donc écoutez, à la base, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. J'étais responsable du développement dans une grande entreprise privée. Suite à la venue de ma première fille, j'ai voulu me consacrer à l'éducation de mes enfants dans un premier temps. Quelques années après, je me suis dit pourquoi pas, c'est quelque chose que j'aime. C'est un milieu dans lequel j'ai baigné depuis toute petite, avec une grand-mère dans le tissage, une autre grand-mère dans la poterie et ma maman modéliste, styliste. Voilà, c'est ce que nous voyons. Voilà. Donc là, il y a un travail qui se fait donc jusqu'en bas. Donc c'est un kimono. Un kimono brodé, revisité, oui, avec une touche traditionnelle, de la broderie berbère, des motifs berbères. Voilà, très bien. Vous vouliez voir autre chose vers le haut, c'est ça? J'aimerais voir le dos.
Oui, je vais retourner. Non, oui, ah, non. Voilà, okay. Donc on va essayer de redonner le travail. Donc le dos, on va tourner. Il est chargé, le dos, il est bien dos chargé. Est aussi très beau. Il est très original parce que ce sont deux tissus différents. Deux tissus différents. Alors on va justement, puisqu'on est dans la région de Tizi Ouzou, hein, dans la région de Tizi Ouzou, on va écouter notamment Sami Djezairi. Oui. Sami Djezairi, qui était donc originaire de la ville de Tizi Ouzou, connu. Et puis ce qui est magnifique chez regretté Sami Djezairi, c'est qu'il a très bien su jouer entre la chanson kabyle et la chanson algéroise. Il l'a fait d'une façon extraordinaire. Donc on va écouter le regretté Sami Djezairi et on se retrouve juste après. وانت تخوني ديما وانت تخوني ديما تخوني حبي حرام عليك Entame encore une fois, marhaba bikoum, Walimat el-Jazair en direct de Cannes à l'Algérie, et là on vous offre toutes ces belles choses déjà, et cette table qui est festive, hein, qui est de bon augure et qui apportera, Inch'Allah, la beauté, la joie, la prospérité à vous tous, mes amis qui nous suivez cet après-midi. Des questions bien sûr avec Madame Merdassi, Mariam Merdassi, du patrimoine immatériel, de la protection aussi du patrimoine. C'est très important, le patrimoine matériel et immatériel, ses traditions et ses coutumes préservées.
tout cela. Et puis avec Madame Grimm, Mouisa, qui est parmi nous, qui nous vient de Tizi Ouzou, avec de très jolies tenues, des tenues traditionnelles de la région de Tizi Ouzou, avec cette touche donc de la Kabylie, de la grande Kabylie, comme on dit, et des traditions de la broderie, de l'ancienne broderie, ce vieux burnous qui vous appartient, qui appartient à toute la famille. On essaie de mélanger les différents arts aussi. Il y a de la broderie, il y a du tissage, il y a de la couture aussi. Donc on essaye d'émerveiller un peu toutes les pièces en donnant cet aspect original mais authentique. Parce que c'est important de garder l'authenticité. Oui. C'est ça le charme finalement. Ah, c'est ce qu'on recherche. Et puis vous êtes vraiment rapprochés à la terre parce que ce sont des couleurs de terre. Tout à fait. De l'agriculture, de la région. De la nature. Voilà, donc nous allons voir justement le travail magnifique de ce kimono qui est travaillé d'une façon exceptionnelle. C'est superbe. Donc pour ceux qui souhaiteraient vous rencontrer, c'est à September, la galerie September. C'est à September aujourd'hui et demain. Sinon, nous avons une boutique à Tizi Ouzou, à la nouvelle ville de Tizi Ouzou. Très bien. Et puis il y a la page Instagram et Facebook sous le nom de Art et Tradition. D'accord, très bien. En tous les cas, c'est un très beau travail de Madame qui est parmi nous aujourd'hui, Grimm. Je souhaiterais, si vous permettez, saluer toutes les artisanes qui travaillent avec moi. Oui. C'est vrai que je maîtrise mon métier, je maîtrise mon processus de production, mais il faut savoir qu'il y a derrière moi toute une équipe que je souhaiterais saluer et remercier. De leurs efforts, parce que c'est des femmes qui travaillent très très dur. Ah ben j'imagine, c'est vraiment un travail de minutie, comme vous l'avez si bien dit Madame Abdassi, par rapport à ce travail. Donc on sent vraiment que c'est fait main. Tout à fait. C'est un travail fait main. Donc c'est de longue haleine. Il y a une âme. Tout à l'heure, on voit directement le monde qu'elle souhaite véhiculer à travers les coloris, la symétrie qui est présente partout. Tout à fait. Donc on sent le cachet. Exact. Et puis ce travail, donc le côté moderne, parce qu'il y a une touche moderne dans le travail et le détail, vous voyez, donc le détail du tissu, ça aussi c'est quelque chose de formidable. Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses à découvrir en Algérie, dans toutes les régions. Toutes les régions sont magnifiques et belles, voilà comme cet empiècement par exemple, Tout à fait. qui est... Oui. Des idées qui me viennent en tête. Je commence d'abord par dessiner, par faire des croquis auxquels je donne vie au fur et à mesure. J'apporte des petites modifications. Et comme vous le dites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut beaucoup de passion. Oui. Énormément de passion. Il faut être passionné avant tout pour réussir dans ce domaine-là. Dans l'art, parce qu'il faut beaucoup de patience. Passion, c'est passion. Et c'est fatigant et c'est douloureux et on est dans une quand même. Il faut être concentré, il faut rester dans sa concentration et dans l'envie d'arriver à cet objectif. Finalement, je suis arrivée. Tout à fait. Effectivement, comme vous le dites, moi, je ne peux pas faire sortir une pièce si je ne suis pas d'abord satisfaite. Madame Grimm. Oui, c'est le dos du kimono. Du kimono, magnifique. C'est de l'architecture. Absolument, absolument. Et ça vous prend combien de temps pour faire un kimono Déjà le temps de dessiner, parce que même mes dessins, je leur apporte des modifications à fur et à mesure. Je ne me presse pas, je prends tout mon temps. Et puis je modifie au fur et à mesure. Voilà, ça prend beaucoup de temps. C'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Et puis si on a le souci de faire une pièce parfaite, irréprochable, on se donne le temps. En plus, vous avez dit que vous êtes designer, donc c'est vous qui dessinez. C'est moi qui dessine, oui. Ça, c'est super. La création. Ah ben c'est clair. Est-ce qu'ils ont des significations à les motifs berbères? Il y a beaucoup de motifs qui ont des significations, mais on doit apporter plus de travail pour charger un peu le motif. À la base, le motif berbère, il n'est pas aussi chargé. D'accord. Voilà, donc on apporte un peu plus de broderie. Ce qui est aussi formidable chez vous, c'est que vous apportez beaucoup de modernité sans oublier les origines. C'est-à-dire que c'est ça qui est beau chez notre ami, c'est cette grande touche moderne sans avoir à ne plus distinguer la chose. Parce que des fois, on devient pratiquement, on ne sait plus. C'est une façon d'intéresser la personne aussi. Si ça reste dans le registre très traditionnel, on n'élargit pas le champ. Par contre, si on modernise la chose, on le rend plus accessible.
Oui, voilà. Oui, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très... C'est vraiment très beau, ce que vous nous avez proposé aujourd'hui. Ça, c'est un métier à tisser, ce qui est derrière. C'est pas un métier à tisser, c'est un petit cadre que je n'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini, mais j'ai tenu à le ramener. Est-ce que je peux enlever ce... Bah oui, bien sûr. Vous m'autorisez? Bien entendu. Merci beaucoup. C'est pour cela que je l'ai ramené. Super. Donc là, c'est... Franchement, l'aiguille est encore... Oui, exact. L'aiguille est là, hein, mes amis. Elle est juste là. Vous voyez? C'est un genre de tanébar, c'est ça? Un genre de tanébar. Ça fait office de cadre. Oui, oui. C'est fait à base de roseau. Oui. Ensuite, tout ce qui est métallique, je vais le cacher avec de la laine. Oui. Voilà. C'est vous qui travaillez? C'est moi qui faites ce travail? Oui. Bravo. Merci. Bravo. Magnifique. C'est très, très joli. Et vous avez même ramené votre laine. Ah, bah oui. Oui. Preuve à l'appui, hein. Preuve à l'appui. Donc, la laine aussi. Merci. Voilà. Je disais, donc, ça prend beaucoup de temps. Énormément. Beaucoup de temps, mais vous savez, quand on aime une chose, on ne compte pas les heures. Alors, en fait, ce travail, c'est aussi un héritage de vos grands-mères. Exact. Hein, vos grands-mères maternelles et paternelles. Donc, une est dans le monde de la poterie. Tout à fait. La Zizo, la grand-mère paternelle. Oui, elle est toujours vivante? Elle est toujours vivante. Merci beaucoup. On l'embrasse. Hein? Bien sûr. Très fort. Voilà. Merci. Et Mamani, le côté maternel, ma grand-mère maternelle, c'est le tissage. C'est elle qui a tissé. D'accord. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Elle a une valeur inestimable. Inestimable. Sentimentale. Très. Alors, on revient à vous aussi, hein, Madame Fella Andalousia. Hein, donc, vous qui êtes aussi dans le monde de l'écriture, vous avez créé un club littéraire très, très intéressant. Voilà, nous sommes encore en train de voir, encore avant de retrouver. Donc, c'est un genre de décoration. C'est une décoration murale. Oui. Et qu'on peut mettre sur les murs ou bien on peut même mettre ça dans son bureau. Oui, bien sûr. Oui. Il m'est arrivé de faire la décoration de salons berbères avec des nappes, avec des rideaux, des coussins. Et ça va être joli. C'est très joli. Oh, magnifique. J'ai des clientes qui ont des salons habillés par arrêt tradition. Ah, bravo. Bravo, bravo. Il y a même des restaurants il y a des restos qui commandent des serviettes, des nappes, ça fait plaisir. Des paravents. Ça, c'est bon à savoir. Voilà. Une bonne adresse. Une bonne adresse. Exactement. Une très très bonne adresse. Alors, justement, peut-être qu'on va revenir vers vous, justement, Fella Andalousia, et le travail que vous faites, c'est un travail de fourmi aussi avec la maison d'édition Al-Qoubiya, qui est une maison d'édition formidable. Vous la connaissez, Madame Merdassi? Monsieur Boudermine, que nous saluons aujourd'hui, qui fait un travail fabuleux. Il est très très proche aussi de la femme. De ses écrivains. De ses écrivains et de la femme en général, parce qu'il y a beaucoup une présence féminine très importante dans cette maison d'édition, n'est-ce pas? Ah oui, confirme. Qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont parce qu'il les encourage, il les soutient pour que le livre soit fait, etc. Ça, c'est pas évident. Exactement. Monsieur Boudermi, c'est un passionné. Donc, chaque personne passionnée par son métier, donc on aura toujours le même process. Et la première fois que je l'ai vu, il ne m'a pas parlé de mon premier roman. Il m'a parlé de sa vie, de sa fille. Donc, vous voyez, chez nous, c'est automatiquement la famille. Et c'est de cela que je parle dans mes romans, du ménage algérien. Donc, comme je suis informaticienne et économètre, pour moi, c'est très important de parler de notre quotidien, des choses ordinaires, de ce que nous vivons, pour que chacun puisse se projeter dans le roman. Pourquoi lire ailleurs ? Connaissant d'abord notre propre histoire, nos propres écrivains. Rendre l'écriture accessible à tout le monde. Tout à fait. C'est ça, quand on parle d'un quotidien, on se retrouve tous dans ce quotidien, puis on découvre la vie de l'autre. Il y a un intérêt, vous voyez, pour le commun des mortels, hein, j'allais dire. Il y a un intérêt et puis il y a toujours des messages et se dire, ah tiens, ils sont passés par les mêmes phases, donc moi aussi. Donc ça peut banaliser, ça peut dramatiser, ça peut sublimer et se dire qu'il y a pire. Donc c'est ça, c'est vraiment le quotidien. Et je trouve que la littérature algérienne, donc je parle des anciens, comme Malek Haddad, Rabbi Ahmou, Mohamed Dib, Mouloud Feraoun, Belamri, c'était ça.
c'est de parler sincèrement et spontanément du quotidien d'une famille algérienne, quelle que soit la région, et tout le monde pourra trouver sa place. J'essaye un peu d'aller vers ça. Ma plume va faire ça. Donc c'est psychologique, c'est anthropologique. Il y a le patrimoine, les petits mots, les rahou, les ma'ani ta'zman. Il faut savoir que toutes nos grands-mères nous parlent avec les ma'ani. Pour nous faire des remarques, ils parlaient toujours d'un tiers. Et c'est à la fin qu'on se dit ah tiens, mais elle parlait de moi. En Kabyle aussi, en Kabyle aussi, cette sagesse populaire qui fait que il y a toujours des dictons. Beaucoup de on dictons. On vous dira jamais la chose directement, mais il y aura toujours un dicton qui vous explique la situation. Mais qui reste à vie, qui reste pour toute la vie dans notre esprit. On ne s'en rend pas compte quand on est jeune, on boude, ça nous énerve ce rôle d'éducateur parce qu'on n'est pas dedans. Puis des années, surtout quand ces personnages ils vont partir, on va se dire et au fait, c'était vraiment... Et c'est de ça qu'il faut parler dans les romans pour nous rappeler justement ces belles personnes qui nous ont donné beaucoup de sagesse et qui ont fait de nous, femmes et hommes, ce que nous sommes actuellement. Ça nous permet de vivre aussi l'histoire du bouquin. Exactement. C'est important de se retrouver dans l'histoire. Ben oui, ça interpelle. Et ça nous fait rappeler nos plus beaux souvenirs avec nos grands-parents, les personnes les plus chères. Voilà. Alors, on va écouter Inès. Qui va nous lire un poème, donc, qui revient sur le présent, c'est ça? Absolument, pour rendre hommage à cette belle walima. Merci beaucoup. J'ai déclamé ce poème. Oui. Apprécier le moment présent. Apprécier le moment présent sans trop réfléchir à ce qui pourrait advenir. Réprimer les chuchotements maugréants sans trop penser à ce qui pourrait nous désunir. Admirer les gens qui nous aiment à perte d'horizon pour oublier les souffrances qui nous font agonir. On le sait sans le savoir inconsciemment, qu'il est très difficile de pouvoir à nouveau se réunir, car tout dure uniquement pour un moment. Alors au moins en profiter avant que le présent ne devienne qu'un lointain souvenir. C'est très beau. C'est superbe. Alors on va faire une petite pause musicale, Donc, on va écouter de la musique encore, parce que cette émission, c'est aussi de la musique, avant de revenir aussi sur l'association Le Bel Art, avec Narges, que nous aimons aussi, Narges qui s'est déplacée, qui a été à la rencontre de la communauté algérienne à l'étranger, qui travaille beaucoup autour du patrimoine. Donc on va apprécier ensemble Narges, que l'on embrasse très fort cet après-midi, qui nous suit régulièrement. Donc on l'embrasse très fort, Narges. On lui souhaite une très bonne santé, beaucoup de succès encore et encore.
avec la regrettée Selwa, qui a bien sûr cette grande dame de la chanson algérienne que nous avons tellement appréciée, qui reste en fait immortelle par sa façon de chanter, par sa façon d'être, sa beauté, sa coquetterie, sa présence sur scène, son élégance, bien sûr. Oui, elle a été extraordinaire. C'est une femme merveilleuse en tous les cas. Ça, c'est certain. Donc, on est là dans cette émission Walimat El Jazair. C'est aussi une émission où on revient aussi sur ces chanteuses, ces chanteurs. On fait découvrir aussi nos traditions et nos coutumes, et les personnes qui sont aussi parmi nous aujourd'hui vous donnent aussi rendez-vous, telles que Madame Grimm, hein, qui sera... Oui, je vous donne rendez-vous à la Galerie September, voilà, chez Assia Boulahbel, oui, avec ses magnifiques créations, ses magnifiques bijoux et tableaux également, avec un groupe d'artisans présents, donc aujourd'hui et demain. Très bien. Voilà. Et Madame Merdassi aussi, donc on revient sur votre belle association, le Bel Art, hein, qui est une association qui existe depuis pratiquement une année. Vous avez bouclé l'année. Exactement. Voilà, il n'y a pas très longtemps, je pense. Mois d'octobre. Oui, c'est récent. Voilà, c'est récent. Et là, on va fêter, on va souffler un peu la première bougie le jeudi prochain, le 12 décembre, Inch'Allah, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. À partir de 18 h, vous êtes bien évidemment les bienvenus. L'entrée est libre. Hein. Donc, ça sera un moment aussi pour présenter un peu le travail qui a été fait donc, par l'association tout au long de l'année. Et puis aussi de faire un trait d'union parce qu'il va y avoir une surprise. Donc, on va avoir avec nous en première partie Jamaïyat Al-Mawsiliya Al-Jazairiya. Oui. Donc, c'est la doyenne des associations musicales culturelles algériennes qui a été créée en 1930. Oui. C'était aussi leur façon à eux de dire non au colonialisme. Et comme nous sommes encore dans le 70e anniversaire donc, du déclenchement de la guerre d'indépendance, c'est aussi pour nous une occasion, donc l'association Al-Fann El-Jamil ou le Bel Art, de dire aussi que nous avons aussi ces valeurs-là qu'on partage avec nos anciens et qu'on essaye de perpétuer aussi avec les jeunes générations et puis les moins jeunes aussi, hein, donc, parce que nous avons des classes de formation. Donc une classe d'initiation qui est assurée par M. Karim Sammar, que vous connaissez bien tous. Sûr. Et puis Alors nous allons voir les photos, pardon. Oui, hein. je vous en prie. Vous êtes venu avec des photos, voilà, de l'association, notamment donc du Bel Art, cette belle association très active qui fait de belles choses. Voilà, nous voyons M. Bokora. Voilà. Hein, j'aimerais bien qu'on garde un peu les photos. Donc M. Abdelwahab Bokora. C'est Abdelhadi Bokora, voilà, qui est notre chef d'orchestre. Et là, c'est en pleine répétition. Vous répétez où exactement? Alors, on est depuis le mois d'octobre, justement, à la villa Dar Abdeltif. Très bien. Et d'ailleurs, c'est en partenariat avec l'ARC que nous saluons aussi, l'Agence algérienne de rayonnement culturel. Et là, vous étiez à un concert aussi? Oui, là, c'est aussi un concert, Andalusiyat El Jazair. Donc c'est aussi une scène parce qu'on a assuré beaucoup de spectacles aussi, on a participé aussi à des festivals. On a eu aussi l'occasion de prêter un peu nos voix et puis d'enchanter un peu nos amis aussi autour de nous. Et là aussi, par exemple? Exactement. Là, c'était à la salle Atlas l'année passée. Voilà, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On avait reçu aussi des ambassadeurs qui sont agréés ici en Algérie et c'est aussi important pour nous de leur faire découvrir un peu l'art culturel algérien, musical qu'ils découvrent pour la première fois pour beaucoup. Et c'est aussi une façon de véhiculer aussi et d'aider au rayonnement culturel algérien donc à travers le monde et à travers les différentes chancelleries qui sont ici en Algérie. C'est parfait, c'est très très bien. On passe à d'autres photos aussi de l'association Le Bel Art qui reste aussi donc active. Voilà, donc nous voyons aussi encore, ce sont des concerts, des rencontres sur scène. Hein. Exactement. Vous êtes là sur scène. Et on tient toujours à avoir la touche traditionnelle avec l'habit traditionnel. C'est très important. C'est important, ça fait aussi partie du message qu'on véhicule aussi, la préservation du patrimoine culturel algérien. Et c'est aussi à travers
travers la transmission, comme je le disais, donc la classe initiale et puis la semi-supérieure qui est formée par Karim Melzi, qui est un membre aussi actif de l'association. Ça, c'est des répétitions aussi. Ça, c'est aussi les répétitions. C'est Sami qui est au piano. Et on est toujours donc à la Villa Dar Abdel Latif. Et il nous prête aussi donc les instruments qui sont donc dans l'atelier qu'on occupe là depuis le mois d'octobre. Donc c'est vraiment un grand partenariat avec l'ARC et je tiens vraiment à les saluer, à les remercier. C'est une belle équipe aussi. Oui, une très belle équipe, dynamique. Oui. Et voilà, vous témoignez. C'est le premier endroit qui m'a accueilli en plein avec des masques. Il y a eu mes premiers lecteurs virtuels avec des masques à la Villa Abdel Latif. Je ne les connaissais pas, je leur ai parlé. Ils ont tout préparé et je tiens à féliciter toute l'équipe Fouzia et Nordé, toute l'équipe de l'ARC. Oui. Alors dites-nous un peu donc ces poèmes, ces écrits, toutes ces choses que vous êtes dans le monde de l'écriture et dans le monde du texte et de la poésie. C'est un exutoire pour vous, j'imagine, Inès. Et c'est aussi une façon pour vous de partager. Absolument. Donc le premier livre, c'était vraiment personnel, c'est-à-dire une catharsis. Après, j'ai vu que ça avait une dimension qui me dépassait. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein de récital de poésie, on sent vraiment que chacun est venu pour se livrer. Et c'est là où je me suis dit, bon, si ça a un tel impact, c'est qu'il y a un besoin de vivre cette poésie, c'est qu'elle est partout. Donc je me suis posé la question, parce que dans ces ouvrages-là, mes premiers, je consommais beaucoup de littérature eurocentrée. Donc je me suis dit, notre poésie populaire, où est-elle? Et j'ai commencé mes recherches. Et c'est là où on se doit d'être ambassadeur de notre identité, dans un premier lieu. Et donc je suis partie en Oranie, à Mostaganem plus précisément. Et c'est là où j'ai découvert tout un autre monde. J'ai découvert Shal al-Melhoun. Et je me suis dit, bon, je vais commencer par cela, parce que même si la littérature dépasse toutes les frontières, je pense qu'il y a une force dans notre langue circulante et dans sa réalité quotidienne qui est plus frappante que n'importe quel autre moyen d'expression. Donc notre Shal al-Melhoun, soit avec les poèmes de Sidi El-Khdar Ben Khlouf, ou par exemple le Hachmi Ben Smir, qui a écrit un poème dont je ne soupçonnais pas que l'origine était un poème, parce que je connais sous la chanson Rai, Biadaq al-Mour. Et finalement, c'est un poème qui a été écrit dans les années 1920 pour justement parler de la répression coloniale. Donc, c'est une longue tirade où il parle des relégués, des jeunes Algériens relégués en Nouvelle-Calédonie, qui a été repris par Blaoui El-Houari en 1956 et ensuite par des chefs éminents des années 90. Et donc, on voit qu'il y a ça fait plaisir de voir comment Inès est dans le détail et elle est passionnée par la poésie, au Shal Melhoud, au Ben Smir et tant d'autres. C'est magnifique, bravo. Oui, les gens sont assez étonnés à chaque fois quand tu écoutes quoi comme musique. Des fois des minutes musique dans les émissions, je leur dis Shir Shaïb. Ils s'attendent pas vraiment à ce genre de réponse, mais je pense que c'est important parce qu'à un moment donné, il y a une certaine fracture identitaire et je l'avais dit tout à l'heure, c'est un monde qui s'empresse. On est dans nos individualités un petit peu solitaires, alors que pour se comprendre et pour se réunir à nouveau, justement, il faut partir vers le passé et de se dire que les âmes de ces poètes-là qui ont tant fait, qui ont été porteurs vraiment d'une mémoire, survivent toujours grâce justement à la musique. Rai qui a été classé patrimoine immatériel de l'UNESCO il y a 2 ans de cela, il me semble. Donc je pense qu'on se doit de connaître ces vérités pour pouvoir les préserver, pour alimenter aussi le continuum historique pour les générations à venir. Oui, c'est très très important. Et vous, à travers vos écrits aujourd'hui, est-ce que il y a d'autres motivations? Parce que j'imagine que vous avez fait votre deuil. Oui, c'est bon. Exactement. Voilà. Le deuil est fait. Le deuil est fait, donc il y a un travail qui a été fait. C'est beau, hein, c'est magnifique. Vous êtes vraiment chanceuse d'avoir pu trouver une sorte d'exutoire qui vous apporte du bien pour vivre votre deuil et pour passer toutes ces épreuves de la vie, voilà, sans trop de dégâts, on va dire ça comme ça. Absolument, et j'en suis remplie de gratitude, et c'est ce qui a permis l'écriture du second livre, qui s'intitule Ikigai. Donc Ikigai, c'est une philosophie médiévale japonaise qui consiste à trouver justement cette raison de vivre, cette joie de vivre qui nous permet de nous relever chaque jour. Pour moi, ça a été la poésie.
Et j'ai voulu émuler ça à la façon algérienne. Donc, je me suis dit, écoute, tu as une année de ta vie, essaye d'écrire sur absolument tout ce qui te touche. Oui. Parce que la poésie, justement, japonaise était tellement importante dans la société. Elle remplaçait les mémorandums de la cour impériale, les demandes en mariage, tout se faisait à travers cela. Donc, je voulais dire, en Algérie, c'est présent, c'est demandé. Et donc voilà, j'ai rendu hommage à des endroits, à des terres que j'ai foulées, à Janet, à Mstranum, à Oran, à des rencontres très fortuites mais qui laissent un impact substantiel. Je parle d'une femme que j'ai rencontrée pendant 5 minutes dans un train, mais sa sagesse m'a vraiment bouleversée. Et aussi, c'est juste pour prouver qu'on se doit de préserver notre poésie, d'apporter le point de vue d'une jeune de 24-25 ans. Sur sa condition de femme dans la société, ses expériences. Je pense que tout ça est important pour justement dresser un tableau plus large de notre société actuelle. Bravo, merci. Vraiment, c'est un témoignage bouleversant. C'est très gentil. En fait, Inès traduit parfaitement l'identité algérienne et puis un message fort pour l'union algérienne, l'union de l'identité algérienne. C'est pour chacun se bat à sa manière, dans son petit monde. Exactement. Et c'est vrai que Walima Kima Hadi, mais aussi, ça rapproche aussi ce que l'on veut faire par la suite, et puis canaliser aussi les efforts, et puis voir ce que Madame Fella peut apporter, ce que Inès, ce que Madame Grimm peut faire, ce que notre amie Linda, toute l'équipe et tout. Et c'est un travail, moi je leur dis à chaque fois, c'est un travail d'équipe. Oui, tout à fait. Absolument. C'est vraiment un travail d'équipe et on est tous là vraiment pour aider l'Algérie à protéger son patrimoine, à valoriser son patrimoine et puis surtout à le transmettre. Là, je suis vraiment tout émue de l'entendre parler de Ben Khlouf. Un jeune de votre âge ne connaît pas forcément l'historique de Ben Khlouf, ne sait pas forcément déplacer. Ben Smir aussi, c'est une surprise. Voilà. Et encore, il y aura la suite dans ces futurs projets. Alors, elle a compris l'intérêt de s'imprégner des racines pour mieux appréhender sa vie actuelle et son futur. Elle a cette intelligence émotionnelle qui est très importante. Puis vous savez, des fois, c'est aussi un héritage familial. Oui. Vos parents sont aussi ils sont imprégnés du patrimoine. Oui, absolument. Donc mon père, c'est le membre fondateur du journal Khabar. D'accord, oui. Et il était, donc il est vraiment très nationaliste. Il nous inculquait à chaque fois qu'il fallait ne pas oublier d'où on venait pour mieux avancer, justement cet enracinement pour ne pas être bouleversé par les écueils de la vie. Exactement, c'est vrai, effectivement. En tout cas, c'est magnifique. C'est très gentil. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Et le fait de fréquenter comme ça des personnes comme Madame Fella Andalousia, c'est aussi Dawel Marrah, c'est aussi cet intérêt parce qu'elle m'a beaucoup parlé de vous. C'est ma fille, là. C'est ma fille. Parce que j'ai que des garçons. Oui. Donc je suis heureuse d'avoir une fille, pas tout le temps. Sa charmante maman, me fait confiance et on voyage beaucoup ensemble. Oui. Et c'est moi qui suis chanceuse de l'avoir dans ma vie. C'est magnifique. En fait, tout est va-et-vient en fait dans la vie. Oui, exactement. On donne et on reçoit. La vie, c'est des vases communicants. Donc, on ne peut donner sans recevoir et recevoir sans donner. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tout à fait. S'il n'y a pas cet échange, les choses ne peuvent pas fonctionner. Moi, je pense que c'est très, très important. La sincérité, la bienveillance. C'est très, très important. De générosité qu'il faut avoir. Oui. Il faut que ça soit spontané. Tout à fait. On revenait justement au patrimoine et à tout ce qui fait partie de ce que nous sommes. Vous-même, c'est vos grands-mères. Je tiens ça de mes grands-mères. Effectivement, j'ai baigné très jeune dans l'artisanat. Oui. Et puis finalement, ça se transmet sans qu'on le sache. Exactement. Finalement, on le garde au fond, toute jeune, mais après, ça sort. On l'exprime d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que le fait est que de vivre ça au quotidien. Moi, j'ai vécu ça. J'étais très proche de mes grands-mamans. Donc, je pense que je me suis imprégnée de tout leur savoir, de leur sagesse, de leur amour pour tout ce qui est traditionnel. Et c'est grâce à ça qu'on devient ce qu'on est. Ben écoutez, ça nous construit. Et là, nous allons visiter justement un endroit ensemble, un très bel endroit, donc la Villa Bardo avec notre collègue Soumia Zarouali. Et on se retrouve juste après.
L'une des plus belles et des plus caractéristiques des villas mauresques d'Alger construites au XVIIIe siècle, la Villa Bardot. L'une de ces nombreuses propriétés des riches habitants de la Casbah, résidences secondaires, elles étaient bâties en dehors des murailles de la Médina. Caractérisée par son beau jardin et son architecture très spéciale, elle a appartenu à Mustafa Ben Omar. Les gros propriétaires ou les notables de la ville, en plus de la maison citadine, donc la maison qui se trouvait dans la ville d'El Jazair ou la ville d'Alger, l'ancienne ville, avait aussi des maisons à la campagne. C'est donc une maison de campagne au départ. Alors, le nom qui est accolé à cette maison, c'est Jnan Mustafa Ben Omar. Il est vrai qu'on a souvent écrit, on dit souvent que ce serait un prince tunisien qui serait venu s'installer à Alger. Or, les Ben Omar sont connus, c'est une famille qui est connue. Il y a eu même un B du Titri qui s'appelle Ben Omar. Et plus que cela, nous avons un quartier à Kouba qui s'appelle Ben Omar, ce qui explique que très certainement c'était une propriété au départ, puisque ce sont des lieux dits. Et il y a même une autre maison qui est au Bastion 23, c'est le 18 de la rue des Lotophages, qui porte aussi le nom d'Ar Ben Omar. Caractérisé par ses carreaux de faïence italienne et hollandaise, ainsi que son magnifique jardin et ses cours internes, Jnan Mustafa Ben Omar est unique en son genre. Ici, à la cour de marbre, les femmes autrefois goûtaient au charme du bavardage. Non loin d'ici, s'élève le pavillon de la Favorite. On est venu en vacances une semaine et on a décidé un peu de visiter Alger. On a commencé par le musée Bardot, c'est absolument incroyable, une première partie un peu archéologique. Et puis on arrive là, c'est juste incroyable, un palais magnifique, des petites alcôves partout, c'est somptueux. C'est vraiment un endroit agréable, il fait frais, c'est joli, on découvre des petites pièces à chaque recoin. Et le musée en lui-même aussi, je l'ai trouvé très bien fait, très riche en informations. Donc on est content de cette première visite. Plus on avance dans le musée, plus on découvre de nouvelles salles. Je trouve ça assez impressionnant et ça a vraiment un charme auquel je ne m'attendais pas. C'est vraiment quelque chose que je découvre qui est nouveau et qui est très passionnant. Le musée national du Bardot recèle de magnifiques décorations, dont meubles de style oriental, tapis et broderies. C'est un musée qui a été inauguré en 1930 comme musée de préhistoire et d'ethnographie. Et il devient musée national en 1985. Et en même temps, c'est-à-dire il y a eu le classement aussi de la bâtisse comme monument historique en 1985 aussi. C'est un musée qui regroupe un peu des collections de préhistoire, qui racontent un peu la préhistoire algérienne depuis 2 millions d'années jusqu'aux époques néolithiques, c'est-à-dire jusqu'à 10 000, 9 000, 8 000 ans. Et aussi des collections d'ethnographie qui représentent un peu les régions de toute l'Algérie. Quand on reçoit les objets, on est obligé de les vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas de contamination? Est-ce que c'est des objets qui doivent être nettoyés, dépoussiérés, consolidés pour qu'on puisse après les diriger vers les réserves, que ce soit de préhistoire ou d'ethnographie. Occupée par plusieurs familles et personnages, elle est transformée en musée de préhistoire et d'ethnographie africaine dès 1926 pour devenir en 1962 le musée national du Bardot. Voilà une très belle balade au musée du Bardot. On s'en lasse jamais en fait. On peut y aller depuis notre tendre enfance, visiter le Bardot et pour nous c'est un éternel recommencement. On est toujours admiratif de ce que nous voyons. On est là à rêver, à se projeter, à aller dans le temps de l'époque, se ressourcer exactement. Et puis il y a de la fierté. Il y a beaucoup de fierté qui se dégage quand on est dans cet endroit. C'est vraiment un endroit féerique. Est-ce que vous visitez de temps en temps les musées, Inès? Oui, absolument. Oui. Et c'est un endroit féerique et c'est doublement émouvant quand ces endroits sont témoins de réussite. On a été
jury dans un concours d'écriture de jeunes plumes organisé par l'école polytechnique il y a 2 mois de cela, il me semble. Bravo. Et la cérémonie a été tenue au sein du musée Bardot. Donc c'est bien que ces endroits aussi accueillent ce genre d'initiative. C'est formidable pour la jeunesse. Que l'on puisse aussi... Et puis il y a aussi ce fameux café littéraire que vous venez d'inaugurer. Le 4 juillet passé. Oui. Donc c'est Émir Synergie. Donc c'est une dame qui est ophtalmologue. C'est Amel, Madame Touhami Amel. Oui. On s'est rencontrés autour de l'art, autour d'un vernissage. On avait sympathisé et puis moi, au cours de la discussion, je lui avais dit mon rêve, voilà, c'est d'animer, mais j'ai pas envie de créer, etc. Je veux que ça soit un espace. Et puis quelques mois après, on s'est vus autour d'une table, on a fait une séance travail, elle m'a dit allez, on commence. Et j'ai voulu marquer le 4 juillet, date de notre indépendance, donc la veille de la date de l'indépendance par la jeunesse. Donc un espace culturel, artistique et au cœur de la littérature algérienne. Donc on a commencé avec de la poésie, il y avait donc quelqu'un qui l'accompagnait avec l'oud, etc. C'était très 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 émouvant. Et à partir de là, donc chaque jeudi, nous animons un café littéraire pour faire connaître tous nos écrivains algériens de toutes les régions. Donc je tiens à ce que ça soit de toutes les régions pour qu'il y ait ce désenclavement. Pour qu'on connaisse, voilà, qui sont les écrivains de Constantine, qui sont les écrivains de Mostar, qui sont les écrivains du Sud, parce qu'on ne connaît que les nôtres. Et on essaye, voilà, doucement, mais sûrement et positivement. Et là, nous sommes au 11e café littéraire chaque jeudi de 14h à 17h. Voilà. Écoutez, c'est formidable. Donnez-nous l'adresse pour qu'on puisse venir. Alors, voilà. c'est l'Émir Abdelkader. La place Émir Abdelkader, oui. Alors, tout près de la librairie du Tiers-Monde. Exactement, un immeuble, 2e étage. Voilà. Alors, elle, c'est Émir Synergie et il est en face de l'Émir Abdelkader. Oui, donc, il y a beaucoup de sens. Tous les écrivains qui viennent prennent de belles photos, qui est un symbole, parce qu'il a été quand même quelqu'un de visionnaire à 23 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais inaugurer avec quelqu'un de jeune. Et c'est eux la relève. Il faut qu'on leur donne voilà, cette confiance, cette assurance. Parce que quand on va le faire et quand ils pourront le faire. Exactement, donc, voilà. Exactement. Et là, justement, dans ces cafés littéraires que vous organisez, vous avez aussi une page aussi où vous êtes carrément, c'est un genre de café virtuel. Exactement. Hein, cette rencontre où on peut échanger, partager des choses, découvrir des livres, des résumés, puis vous mettez au courant les personnes qui veulent sortir, toujours dans le monde de la littérature, de l'écriture. Ça aussi, c'est quelque chose de formidable. Grâce aux réseaux sociaux, il y a des inconvénients, effectivement, mais il y a des avantages quand on sait bien les utiliser. Moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand on arrive à vraiment les utiliser à bon escient, on peut avoir d'excellents résultats. Ils sont pratiques, ils sont très pratiques. Donc, et puis, on a cette virtualité dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a aussi nos amis algériens qui sont un peu partout, qui sont très heureux, donc ils viennent, ils nous encouragent. Là, on ne savait pas, mais ça nous rassure, l'Algérie, parce qu'il y a les médias qui diabolisent un peu les choses ailleurs. Donc là, quand ils voient ce qui se passe, ils me disent ne cesse pas de partager, je sais que ça va te prendre du temps, mais moi, c'est ce plaisir de partage et surtout de donner la positivité et l'espoir que voilà, il y a le relève, c'est vrai, c'est des pas timides, mais ils sont là. Alors donne-leur notre confiance, notre passion. Et puis même par rapport au quartier, là où vous êtes, le café littéraire à la place Émir Abdelkader, ça s'est vraiment beaucoup renouvelé. Il y a beaucoup de rencontres qui se font déjà avec la librairie de la NEP, chez Bitzaïr, qui est pratiquement en face. Vous avez le Tiers-Monde, la librairie du Tiers-Monde. Vous avez aussi des espaces où on peut se prendre un café, échanger, discuter. Il y a la cinémathèque qui n'est pas très loin. C'est un centre d'Alger qui revit à travers l'art, à travers la littérature, à travers. Et puis vous avez l'établissement Art et Culture qui organise des concerts de rue. Ça c'est formidable aussi. Au niveau de la piétonnière, il y a des concerts de rue, ça chante partout. Vraiment, c'est une très très belle ambiance. Je vous invite vraiment à découvrir les quartiers d'Alger, notamment parce que par moments, les gens avaient boudé un certain temps la rue Didouche, la rue d'Islik, la rue Al-Arabi Ben Mehdi. Mais là, il y a un très beau renouveau. Et ça, c'est vraiment magnifique à voir.
même pour les gens qui viennent d'autres wilayas. Donc, ils ont quand même beaucoup d'activités, ils peuvent se programmer grâce à Facebook, parce que tout est numérisé, tout est planifié, donc que ce soit le théâtre, l'opéra, et quand même, ils ont un bon calendrier, donc les cinémas. Ah oui, et donc ça nous fait plaisir de revoir la salle Ibn Khaldoun Alger. également, pour aller voir des films après. Donc, et puis on a tout le long du boulevard. Ce que j'aimais aussi, c'est l'initiative, je pense, de la wilaya d'Alger. C'est tous les portraits des martyrs, des mujahidines, Rabbi yarhamhom, ou les mazalou hayyin, Rabbi barak fi umrhom, avec les portraits d'Ahom et avec des petites biographies aussi. Absolument. Et tout le long, en se baladant, l'Alam al-Fawq, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Les bâtisses qui sont illuminées depuis quelque temps. Et puis, نشوفوا المجاهدين تاعنا, المجاهدات, الشهداء تاعنا. Et c'est quelque chose qui nous parle et puis qui nous titille aussi, pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire encore pour notre pays. Et ça ne sera jamais assez, en fait. Donc, pour revenir un peu à Inès, qui nous a enchantés d'abord avec sa lecture et puis avec ses connaissances, c'est l'espoir est là dans cette nouvelle génération qui est en train de monter, avec ces efforts qui sont en train d'être faits, avec ces cafés littéraires, avec les ateliers de Madame Grimm, avec notre association ou d'autres associations qui aussi. Est très active aussi. Exactement. Et puis c'est ça la nouvelle Algérie qu'on veut voir et qu'on veut effectivement montrer au monde entier pour dire on est là, on a toujours été, on le restera toujours. Et ça, c'est magnifique. En tous les cas, ça, c'est magnifique. Et nous, on vous propose aussi Chansons de l'Ouest, avec justement Blaoui Houari, donc, que l'on vous propose aujourd'hui. Et une très très belle chanson du patrimoine, Fête les fêtes, et on se retrouve.
Une très très belle chanson du regretté Ahmed Wahbi, Fête les fêtes ou les fêtes mètres. Et nous, en tous les cas, nous sommes toujours là pour vous, mes amis téléspectateurs, marhaba bikoum, depuis 15 heures ensemble en direct de Canal Algérie dans votre émission Walimat El Jazair. Cette ambiance, cette qa'da, qahwat al-asr, nous sommes là à discuter, à échanger, à partager des sujets qui nous interpellent, des sujets sérieux, des sujets importants, tout en restant dans cette ambiance traditionnelle qui fait... C'est ce qui fait nous, ce qui fait notre propre personne aujourd'hui. Et la diversité de l'Algérie, l'Algérie est un pays continent. Donc quand on voit le travail de Madame Grimm, quand on va autour de ce décor également traditionnel que l'on peut retrouver à Alger, à Tlemcen, à Constantine, on est vraiment, il y a une diversité dans notre patrimoine et c'est ça qui fait la richesse de ce pays, grâce à toutes ces belles régions dont nous sommes aussi très très fiers, et l'écriture aussi avec vous, donc vous qui êtes passionnés et qui avez quelque part ouvert les portes à beaucoup de personnes. Vous les avez encouragés, Flel Andalousia, à écrire. Par exemple, vos 2 premiers livres, vous revenez un peu sur les années 80, vous revenez sur la vie, c'était un recueil de nouvelles, l'un des recueils de nouvelles. Le recueil, il est plus actualisé, donc c'est après la mondialisation et la venue de la technologie. Mais je voulais parler des années 80, parce que nos enfants, c'est pas qu'ils nous font pas confiance, mais quand on leur raconte qu'on a été heureux sans Monsieur Google et sans Facebook et tous ces réseaux, ils ont du mal. Et voilà, je l'ai écrit durant le confinement, durant des moments très durs où tout le monde était malade, contaminé par la pandémie. Et c'était au fait pour moi un plaisir, un devoir, déjà envers mes grands-mères. Comme on a dit tout à l'heure, les citations, le maani hadouk, les khlas qui rahou ma kash wahed, il va savoir les dire. Il y avait une façon, un art de les dire, puis des grimaces, des mimiques. Et puis tout ça, ça revient dans nos souvenirs. Et je l'ai écrit avec beaucoup de plaisir, parce que pour moi, c'est comme si j'avais rendu ma dette. C'est-à-dire que je leur ai promis un jour, si je pourrais écrire éventuellement, comme un projet de retraite, voilà, je ferai allusion et je leur rendrai hommage par tout ce qu'ils m'ont apporté, voilà, positivement. Et avant, on pensait que c'était négatif leur éducation, mais avec du recul, on se dit qu'il y a une souvent, elle me l'a répété ma grand-mère, et on ne comprenait pas la profondeur des choses. Et maintenant, je me dis, ce sont les vraies personnes qui nous ont vraiment aimés. Nos grands-parents ou nos oncles ou nos tantes. Voilà. Et je perpétue à travers mes écrits tout cela comme une qa'da, comme une, voilà, très simple, très fluide, très poétique et sincère et spontané. Voilà. Inès, donc un projet toujours. Oui, alors j'ai beaucoup parlé de l'Ouest et de la poésie. Donc je suis en train de faire, j'essaye du moins, de faire un travail d'archivisme, de commencer par les poésies populaires et leur évolution vers la chanson raï actuelle et comment ça a été à chaque époque un miroir de la société. Donc je fais un petit peu, d'ailleurs je pars à Mostaganem dans 2 jours, je reviens d'Oran, j'ai eu la chance de faire partie d'une résidence artistique où on s'est concentré sur l'origine des meddahat et leur travail. Donc le fait de savoir qu'il y a des meddahat religieuses, des meddahat profanes qui ont un rôle central et qui ont évolué avec le temps. Et c'est contrairement à certains types d'art, c'est pas resté figé dans le temps, ça a vraiment évolué. Et on voit ça tous les jours et je trouve ça super fascinant en fait de juste plonger dans le temps et se découvrir à travers nos ancêtres. Et c'est ce que Fella aussi fait. J'ai eu la chance de préfacer ces 2 ouvrages. Et il y a toujours un petit peu des fois des différences générationnelles. On vous écoute religieusement parce que on est admirative. C'est très gentil. Merci beaucoup. Mais le fait de lire leur réalité, parce que l'écriture romanesque est très imagée, donc le fait d'entendre les histoires de la bouche de nos parents, mais de la lire vraiment et d'être plongé dedans, ça nous permet de mieux les comprendre et mieux comprendre leur comportement. Et leur attitude, et aussi créer des ponts entre les 2 générations pour justement travailler ensemble au lieu de blâmer l'autre et de se dire toujours c'était mieux avant. Non, jamais. Vraiment, donc, moi je ne suis pas du tout nostalgique, pas du tout. Donc je pense que tout ce qui arrivera sera encore meilleur. Bien sûr. Et que toutes les belles choses sont à la preuve vivante, nous donne vraiment espoir.
C'est très gentil. Inès nous donne espoir. C'est pas la seule, hein. Il y en a beaucoup, plein, hein, oui. comme elle, garçons et filles. Et bravo. J'ai ce grand plaisir de les rencontrer. Et puis, il n'y a pas de hasard, au fait. Ça s'enchaîne, on est invité quelque part et puis on découvre. Il y a eu une jeune poétesse qu'on a découvert aux Zellegen, Maya, voilà. Elle était venue timidement avec son petit livre de souvenirs, vous vous souvenez, avant les petites fleurs et tout. De petite fille, elle m'a dit, j'ai de la poésie. Et là, elle vient d'éditer son recueil. Moi, je pleure, je suis très émotive, hypersensible. Quand elle me l'a annoncé, ensuite, voilà. Elle avait besoin d'assurance, elle a 14 ans, elle a édité. Donc voilà, c'est ça la femme et l'homme algérien. C'est en le construisant durant l'enfance et l'adolescence que nous aurons le meilleur citoyen dans tous les domaines. Donc c'est ce que nous voulons créer. Voilà. Bah, écoutez, c'est formidable. En tout cas, merci d'avoir été parmi avec nous. Plaisir, avec plaisir. Inès Riouni, on vous attend aussi pour d'autres rendez-vous avec beaucoup de joie. Et nous savons que vous vivez de votre, du monde de la littérature aujourd'hui. Vous vivez de ça. Oui, j'ai voulu me lancer le défi, essayer de vivre mon art pleinement pour me donner à fond et j'espère le lecteur ressentira toute cette émotion une fois écoutez, c'est formidable. Merci. Superbe. Madame Merdassi, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. C'est un plaisir. Et vous donnez rendez-vous au public pour le 12 décembre Alors, au Palais de la Culture. Voilà, le jeudi 12 décembre au Palais de la Culture à partir de 18h. Marhaba bikom pour partager avec nous patrimoine culturel, musical algérien, donc avec la Jam'iyya al-Mawsiliya al-Jazairiya et Jam'iyya al-Fan al-Jamil. Magnifique, magnifique. Et puis vous déjà, hein, Madame Grim, c'est aussi au Grimouiza. Le rendez-vous, c'est déjà chez Assia Boulahbel pour aujourd'hui et pour demain. C'est à la galerie Septembre au niveau des sources. Et puis pour ma part, si vous voulez me retrouver à ma boutique qui est à Tizi Ouzou, à la nouvelle ville de Tizi Ouzou. Parce qu'il y a un autre volet, on n'en a pas parlé, c'est les robes de soirée, c'est les robes de mariée. Très bien. Oui, c'est un peu spécial qu'on découvre sur place dans la boutique. Eh bien écoutez, c'était un plaisir en tous les cas. Merci à vous toutes. Un véritable bonheur de vous avoir reçu dans notre émission Walimat El Jazair. Voilà, on se donne rendez-vous, je l'espère, beaucoup de bonheur jeudi prochain pour un autre numéro de Walimat El Jazair. Tahalaouna fil Jazair. Salam alaikum.